Depuis 2011, le soutien inconditionnel du Hezbollah à l'égard de Damas peut laisser supposer que la Syrie et le parti chiite libanais pourraient entretenir une sorte de fraternité historique sans faille. Or, il faut pourtant avoir à l'esprit que l'axe de la résistance, matérialisé par la célèbre ligne Baalbek-Damas-Téhéran, ne s'est pas toujours révélé une évidence limpide pour le Hezbollah. La naissance du Hezbollah libanais, qui est mis sur pied en 1982 dans la Beka libanaise, par les gardiens de la révolution iranienne, puis son développement ensuite dans le jeu politique du Liban, se sont originellement opérés en opposition avec la Syrie de Hafez al-Assad, qui est donc le père de l'actuel président syrien Bachar al-Assad. À ses débuts, dans les années 90, le Hezbollah portait finalement les traits constitutifs de la ligne Khomeini, c'est-à-dire qu'il se voulait une extension de la révolution iranienne au Liban, opérant donc sur le mode de la lutte armée, ainsi qu'un soutien inconditionnel du combat de l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, combat de l'OLP contre Israël. Donc l'identité du proto-Hezbollah s'est initialement confrontée à Damas, parce que la politique de Hafez al-Assad à l'époque et celle du parti chiite divergeaient sur plusieurs points fondamentaux. Alors, quand je dis parti chiite, c'est un petit peu anachronique puisqu'il est devenu un parti un peu plus tard et qu'à cette époque c'est surtout une milice islamiste en l'occurrence. Alors, la Syrie et le Hezbollah divergeaient sur plusieurs points fondamentaux, on va revenir un petit peu dessus. Le revirement de Damas en 1983 ayant conduit à affaiblir de façon déterminante l'OLP en territoire libanais, le jeu des trônes pratiqué par Hafez al-Assad au Liban et l'occupation militaire syrienne du Liban ont été finalement autant de casus belli entre le Hezbollah et la Syrie de l'époque. Et on a une période intitulée historiquement la guerre des camps entre 1988 et 1992 qui en a été finalement la manifestation la plus parfaite puisqu'on a vu s'affronter militairement la résistance islamique au Liban, qui est le nom des forces armées du Hezbollah, et je dirais d'ailleurs pratiquement le nom originel du Hezbollah. Donc la résistance islamique au Liban, la RIL, qui se battait aux côtés de l'OLP contre l'armée syrienne, et les milices d'un autre parti libanais qui s'appelle Amal, qui est un autre parti chiite, mais qui a quant à lui toujours été sur une ligne pro-syrienne, et non pas dans une ligne pilotée depuis Téhéran. Par la suite, les relations durables entre la Syrie et le Hezbollah se sont finalement bâties sur les fondations du pragmatisme, à partir des accords de Taïf de 1990 qui fixèrent la fin de la guerre civile et consacrèrent une tutelle syrienne objective qui dura jusqu'en 2005. L'Iran et le Hezbollah acceptèrent de renoncer à l'objectif révolutionnaire islamiste au Liban, et en retour, la Syrie toléra l'existence du Hezbollah et vit finalement d'un œil assez favorable l'implication et le retour de ce dernier à son objectif premier, qui est la lutte armée contre l'occupation militaire israélienne à l'époque au Liban Sud. La Syrie, dont le territoire, je le rappelle, du Joulan est occupé par Israël depuis la guerre des 6 jours, est resté l'un des ennemis officiels de l'État hébreu depuis 1967. Donc l'entente cordiale qui est alors naissante entre le Hezbollah et la famille al-Assad peut à l'époque se comprendre sous l'angle de la célèbre formule
l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Grâce à la proximité de l'aéroport de Damas avec cette région de la Bekaa libanaise, qui est donc située géographiquement, c'est la partie est de ce petit pays, entre cette chaîne du Mont Liban et l'autre chaîne de l'Anti-Liban. Grâce à la proximité de cet aéroport à Damas, avec cette région-là, le Parti de Dieu a pu bénéficier d'apports logistiques et humains venus d'Iran, et ça lui a permis de préserver ainsi ce précieux cordon ombilical. Et cette donnée, elle est absolument déterminante pour quiconque veut comprendre la politique régionale du Hezbollah, que ce soit à travers le spectre diplomatique avec Damas ou à travers sa récente implication militaire dans la guerre syrienne, dont on va évidemment parler puisque c'est l'objet de ce dossier. À titre indicatif, c'est depuis l'aéroport de Damas qu'ont transité jusqu'au Liban en 2013, par exemple, des missiles M600, qui sont une version syrienne des vecteurs iraniens Fateh 110, ainsi que des appareils anti-aériens SA-17. C'est également depuis cet aéroport que transitèrent entre 2015 et 2016 une quantité importante d'arsenaux modernes à destination du Hezbollah. Bon, on va pas faire la liste intégrale, mais on a des systèmes optroniques, des drones de reconnaissance qui ont fait parler d'eux depuis, des lance-grenades thermobariques, donc d'origine russe, des armes anti-chars, des chars aussi, iraniens, canons automoteurs, systèmes anti-aériens russes, alors pas ceux qu'on a vus à l'œuvre finalement récemment dans les récents événements qui ont conduit à la destruction d'un avion israélien. On peut se rappeler de cet épisode assez récent, mais bon, c'était d'autres systèmes. Et puis de façon plus terre à terre, finalement, par ailleurs, le nombre d'armes destinées à la résistance islamique au Liban depuis les années 90, parmi lesquelles les simples Kalachnikov, roquettes ou missiles anti-chars, ont été acheminés depuis cette plateforme de Damas, cet aéroport de Damas. En 2010, le département de la défense des États-Unis estimait par ailleurs que l'Iran finançait le Hezbollah libanais à l'échelle de 100 à 200 millions de dollars. Ça, c'est pour évoquer les liens indéfectibles qui existent entre l'Iran et le parti chiite libanais. Et il faut se dire que ces sommes ne correspondent jamais qu'à une partie de la puissance financière du Hezbollah, parce que celle-ci s'appuie également sur des dons de la population iranienne et libanaise, ainsi qu'un système un peu particulier qui correspond à la perception d'une partie de la redistribution iranienne de l'impôt religieux chiite. Bon, l'ensemble de ces données démontre finalement combien Damas constitue une plateforme stratégique du lien entre Téhéran et Baalbek, qui est un petit peu la capitale du Hezbollah au Liban. Alors, pour poursuivre, le Hezbollah a eu un discours ambivalent concernant la période des printemps arabes. Il a d'abord été porté par sa tradition révolutionnaire originelle, et il était idéologiquement difficile pour le parti de s'opposer aux révolutions balayant une partie notable du monde musulman. Ainsi, Hassan Nasrallah, qui est le leader du Hezbollah depuis 1991, avait initialement encouragé la fameuse période des printemps arabes, à l'instar d'ailleurs de Téhéran, parce que ces derniers étaient notamment susceptibles de faire vaciller certaines puissances concurrentes de la région, les puissances pétromonarchiques du Golfe, au premier rang desquelles le Bahreïn et sa population à 70% chiite. Cependant, l'arrivée du printemps arabe en Syrie en 2011 a consacré un vrai revirement de la voie diplomatique du Hezbollah, puisque dès le printemps de la même année, Nasrallah annonce publiquement son soutien à Bachar al-Assad. Et cette ligne est réitérée ensuite, quelques temps après, par le député Hezbollah El Moussaoui, qui déclarera en mai 2011 de manière limpide qu'il n'y a pas de stabilité au Liban sans stabilité en Syrie, il n'y a pas de sécurité au Liban sans sécurité en Syrie. C'est
C'est sa citation. Alors, le basculement du Hezbollah sur une ligne anti-révolutionnaire, bien qu'elle puisse paraître idéologiquement complètement contradictoire, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, elle s'est finalement justifiée, à l'inverse, par plusieurs motivations d'ordre pragmatique. Bon, on peut mentionner plusieurs de ces éléments. Le premier, l'évolution de la crise syrienne en une guerre civile devenait un vrai problème parce qu'elle était susceptible d'ébranler Damas et avec elle cette fameuse ligne logistique dont on a rappelé l'importance vitale pour le Hezbollah. Deuxième élément à avoir à l'esprit, l'insurrection armée syrienne menaçait aussi le Liban de l'intérieur. Dès juin 2011, la ville de Tripoli, qui est située au nord du Liban, connaît une recrudescence des affrontements communautaires, affrontements qui font directement écho aux antagonismes présents en Syrie. On a les tristement célèbres quartiers voisins de Bab el-Tabaneh et Jabal Morsen qui sont le théâtre de conflits armés entre les communautés locales sunnites, proches du front al-Nosra, et alaouites, qui sont un soutien de la famille al-Assad. Par conséquent, le risque finalement de voir le Liban, en tout cas une partie du pays, replonger dans un état de guerre civile paraissait, y compris pour les yeux du Hezbollah, bel et bien réel à l'époque. Autre élément, troisième, le danger de la conflagration de l'insurrection syrienne au Liban est démultiplié par la situation géographique objective du pays. Le Liban, c'est un petit État qui est adossé sur l'anti-Liban et dont les pieds tremblent dans la Méditerranée. Il partage, je n'ai pas les chiffres, mais à vue d'œil, 95% de ses frontières terrestres avec la Syrie. Et puis, il faut rappeler aussi que ce pays n'est indépendant que depuis 1943 et avait jusqu'alors toujours fait partie intégrante du territoire de la Syrie. Et enfin, dernier élément qu'on peut évoquer, le fait que Hassan Nasrallah et Bachar al-Assad entretiennent des liens personnels qui sont étroits, a fortiori depuis l'élection de ce dernier à la tête de la Syrie en l'an 2000. Alors, ces différents points ne sont pas exhaustifs. On pourrait par exemple mentionner un élément supplémentaire de compréhension qui résiderait dans le lien de proximité étroit entre le chiisme libanais et l'alaouisme, dont est issue la famille Assad. Pourquoi ? Parce que l'imam chiite libanais Moussa al-Sadr avait en effet reconnu en 1973 l'alaouisme comme faisant partie intégrante de l'islam chiite. Il sera également intéressant de mentionner le souvenir du Hezbollah de l'ébranlement de l'Irak en 2003. Bien qu'ayant mené une politique de répression anti-chiite très dure, Saddam Hussein et sa chute avaient aussi sonné la consécration des pétromonarchies wahhabites du Golfe Persique dans le jeu géopolitique du Moyen-Orient. Et le Hezbollah n'est pas un acteur qui manque d'intelligence, il comprend et est conscient des équilibres géopolitiques fragiles, et il savait probablement que la Syrie des al-Assad était l'une des dernières puissances de la région à avoir finalement survécu à la célèbre campagne néoconservatrice du Great Middle East. Pour continuer un petit peu, la présence du Hezbollah en Syrie, qui est officialisée le 15 mai 2013, semble pourtant actée depuis le début de la guerre civile syrienne. Par la suite, les forces armées du Hezbollah auront été partie prenante de l'intégralité des batailles majeures menées par l'armée arabe syrienne contre les différentes forces insurrectionnelles présentes en Syrie, donc que ce soit l'armée syrienne libre et puis par la suite les forces djihadistes. On va directement attaquer le premier volet, le premier chapitre de ce dossier, donc 2011-2012, formation tactique, conseil militaire et renseignement. روي أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال في دعاء. Dès les débuts de la militarisation de la révolution syrienne, Hassan Nasrallah déclare officiellement qu'il appuie les forces de Damas.
Cette assistance est censée ne revêtir au départ la forme que du conseil militaire opérationnel. Les services de renseignement du Hezbollah prennent alors place en Syrie aux côtés de l'armée arabe syrienne et des forces loyalistes à Bachar al-Assad. En 2012, le département du Trésor américain déclare que depuis début 2011, pour lui, le Hezbollah forme militairement l'armée syrienne. Des détachements de la résistance islamique au Liban entraînent les forces syriennes et les milices pro-gouvernementales au mode de combat de la guérilla, notamment de la guérilla urbaine qui leur est enseigné eux-mêmes en Syrie, au tir de précision, à l'utilisation d'explosifs. Outre l'aide technique qui est apportée à la Syrie par les services de renseignement du Hezbollah, ceux-ci portent en réalité, on le sait, une mission également de Téhéran qui est la suivante: évaluer sur le terrain le danger sécuritaire réel qui est induit par la situation chrysogène syrienne. En fait, l'Iran veut être alimenté en renseignement via ses propres relais d'information, parce qu'il craint à l'époque que les services secrets syriens n'altèrent dans leur rapport la mesure réelle de la situation syrienne par dissonance cognitive. Alors, plusieurs raisons sous-tendaient en 2011 la position de retrait relatif du Hezbollah vis-à-vis des combats en Syrie. En premier lieu, l'armée syrienne semblait au départ, au commencement de la crise, largement capable de contenir militairement les foyers insurrectionnels armés. De plus, le Hezbollah ne pouvait prendre parti contre une révolution populaire arabe sans craindre, et d'ailleurs ça lui a été reproché par la suite, sans craindre pour son rayonnement idéologique dans une partie importante du monde musulman. Et quand je dis monde musulman, ce n'est pas uniquement le monde musulman chiite. Je fais une parenthèse, il faut avoir à l'esprit que la lutte du Hezbollah contre Israël lui a permis de rayonner idéologiquement au-delà de la sphère chiite. Beaucoup une partie notable du monde musulman sunnite lui a attribué un respect important en raison de cette action-là. Il est indispensable à ce titre de rappeler donc que le Hezbollah bénéficiait d'une aura dans beaucoup de pays arabes, comme je l'ai dit, y compris sunnites, en raison de cette victoire, notamment en 2006, face à Israël, qui était jusqu'à l'époque perçu comme un État impossible à vaincre. Toutefois, la ligne diplomatique officielle du parti a conservé cette distance quant à l'idée d'un soutien affirmé à Bachar al-Assad, mais il semble que les troupes du Hezbollah aient enregistré une présence sur plusieurs fronts stratégiques syriens. Fin août 2011, le Hezbollah est accusé par la coalition rebelle syrienne d'aider l'armée syrienne dans les combats. Plus tard, le 26 janvier 2012, un ancien directeur du Trésor du ministère de la Défense syrien, qui est en exil, faisait état quant à lui du déploiement de snipers du Hezbollah et de l'Iran en tant que consultant militaire et puis parfois en tant que tireur d'élite contre les révolutionnaires syriens. Bon, ces éléments étrangers auraient notamment été mobilisés aux côtés de l'armée arabe syrienne près de Zabadani, donc c'est proche de Damas. D'autres sources mentionnent la présence, voire la mort de combattants du Hezbollah dans les affrontements avec l'armée syrienne libre dans les régions de Homs et de Damas. Bon, ces différents éléments doivent être regardés avec nuance, car ils proviennent de sources clairement opposées au gouvernement de Damas, mais ils restent cependant de l'ordre du possible, compte tenu notamment du fait que les forces spéciales du Hezbollah disposent d'unités spécialement entraînées justement au tir d'élite et au combat urbain. À partir de l'été 2012, la présence effective du Hezbollah en Syrie est finalement de plus en plus actée. Les offensives réussies de l'armée syrienne libre à Alep exposent le risque objectif de voir Bachar al-Assad tomber à terme. En juillet 2012, l'unité 910 du Hezbollah, qui correspond à des forces d'élite destinées aux opérations extérieures, semblable à un service choc en quelque sorte. Cette unité s'implante à Damas, à Homs, à Talbisset et à Rastan. À Hama,
Homs, Alep et Zabdani, les forces insurrectionnelles en Syrie déclarent en novembre 2012 que le Hezbollah mobilisait des unités de choc. Un officier de l'air syrien, qui a ensuite fait défection, estimait alors quant à lui, sur cette période, cette époque-là, à environ 1500 le nombre de combattants du parti libanais qui étaient présents en Syrie à ce moment-là. Dans le même temps, la multiplication des témoignages de la présence du Hezbollah sur le front syrien contredit l'idée que le parti n'y exercerait que des activités de conseil. Cette réalité est avérée par le nombre croissant de corps qui sont rapatriés depuis la Syrie et enterrés silencieusement dans la Beka chiite. Parmi ceux-ci, on a des personnalités de taille, comme le commandant du Hezbollah Ali Hussein Nassif, qui est rapatrié mort depuis la région de Qousseir en septembre 2012, probablement tué par un engin explosif de l'ASL qui aurait visé son convoi. Fin 2012, Hassan Nasrallah modifie quelque peu son discours. Il explique que des forces de la résistance islamique au Liban sont présentes en Syrie, de l'autre côté de l'anti-Liban, qui marque la frontière entre le pays du Cèdre et la Syrie, dans l'unique but de protéger les communautés chiites voisines. La période 2011-2012 aura donc été celle d'une évolution rapide du Hezbollah dans son implication militaire en Syrie, apportant de prime abord un rôle de conseil et de formation. Le parti a engagé ses forces de façon croissante, à mesure finalement que le gouvernement de Damas peinait à contenir seul la conflagration militaire interne issue de la révolution. Dès lors, il est possible de considérer que le Hezbollah a accru sa mobilisation à partir de fin 2012, concomitamment aux difficultés de l'armée arabe syrienne à maintenir l'intégrité de certains territoires stratégiques, au premier rang duquel Alep. Alors, prochaine étape de cette implication, de cette campagne militaire du Hezbollah en Syrie, 2013, avec l'entrée en guerre officielle. Donc, à partir du début de l'année 2013, la présence significative de l'ARIL est de plus en plus notable. La progression des forces insurrectionnelles sur le front d'Alep coïncide avec la montée en puissance exponentielle des groupes djihadistes sunnites dès la fin de l'année 2012. On a Ahrar al-Sham, al-Nosra qui apparaissent, et ces derniers, religieusement beaucoup plus rigoristes que ne pouvait l'être l'acteur de l'armée syrienne libre, opèrent un virage idéologique notable entre au sein du camp insurrectionnel. Ils ne luttent plus seulement contre Bachar al-Assad, mais le font dans un objectif politique islamiste revendiqué, au sein duquel le chiisme, l'alaouisme ou le christianisme n'ont pas le droit de citer. Et cette réalité, rendue paroxystique avec l'arrivée plus tard de l'État islamique en 2013, justifiera bientôt, sur le plan idéologique, l'engagement officiel et durable du Hezbollah en Syrie. En février 2013, un général des forces Al-Quds, qui sont les commandos de choc, les forces spéciales iraniennes utilisées dans les opérations extérieures, est assassiné. En réponse, on voit le général iranien extrêmement connu, Qassem Soleimani, qui est commandant en chef des forces Al-Quds, qui est responsable des actions extérieures iraniennes. On le voit qui séjourne à Damas et qu'il prend finalement en main l'action coordonnée du Hezbollah et de milices chiites irakiennes qui sont également présentes en Syrie. Parallèlement, les combattants du Hezbollah intensifient les formations au combat à destination de la force de défense nationale syrienne, qui est un groupe paramilitaire loyaliste syrien. Des terrains d'entraînement militaire tenus par des responsables de l'ARIL sont mis en place vers l'Atakié, qui est la fameuse région portuaire si chère à la Russie. L'Atakié, Homs, Damas et Alep, et la NDF, donc Force de défense nationale syrienne, est ainsi entraîné à la tactique de guérilla, au renseignement, à l'infiltration, tandis que certains éléments effectuent quant à eux des stages spécialisés en Iran,
Enfin, au printemps 2013, Hassan Nasrallah effectue 2 voyages à Téhéran, où il rencontre le général Soleimani, dont on a parlé à l'instant, et Khamenei. Et pour beaucoup d'analystes, cette rencontre a été finalement cruciale dans l'évolution stratégique et discursive du Hezbollah vis-à-vis de son implication en Syrie, puisque le 30 avril 2013, qui suit, Hassan Nasrallah, de retour à Beyrouth, reconnaît officiellement le soutien du Hezbollah dans la défense du gouvernement de Damas. Quelques jours plus tard, le 9 mai 2013, Nasrallah réaffirme cette position et déclare que le Hezbollah ne laissera pas la Syrie tomber contre le takfirisme. Takfirisme, pour l'expliquer simplement, c'est le principe d'excommunication pratiqué par les groupes djihadistes syriens sunnites pour les musulmans non islamistes et plus généralement pour l'ensemble des individus qui ne sont pas sunnites. Et elle justifie notamment la mise à mort. Donc le Hezbollah ne laissera pas, je le disais, la Syrie tomber contre le takfirisme, mais aussi les États-Unis et Israël. C'est les éléments de discours qui sont évoqués. Dans une autre allocution publique du 25 mai 2013, le secrétaire général du Hezbollah, donc Nasrallah, déclare publiquement que les forces du Hezbollah se battent en Syrie, confirmant ce que les récents témoignages laissaient entendre. Durant son discours, Nasrallah explique notamment que la Syrie constitue la colonne vertébrale, je cite, de la résistance islamique au Liban, et qu'il est indispensable pour le Hezbollah de protéger le Liban et le Proche-Orient d'une extension du takfirisme. À partir de cette date, les forces militaires du Hezbollah opèrent officiellement sur le théâtre syrien et s'engagent progressivement dans ce qui deviendra la plus grande campagne militaire de leur histoire.